Au sommaire de cette édition, ouverture de la conférence de l'association Femmes et Vision à la salle du CDB de Port-Gentil. Le Centre de Solutions Chrétiennes a organisé un culte spécial en commémoration de ses 15 années d'existence. Dans la sous-préfecture d'Ekoupé en Côte d'Ivoire, l'ONG Gaïa a organisé le Festiplan, premier festival panafricain de promotion de la forêt et du développement durable. Et en sport, Tania Munzinda a un parcours déjà rempli de titres et d'honneurs. La Zimbabwéenne a commencé à dompter les pistes du motocross depuis l'âge de 5 ans. Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition du journal sur Béni TV. Débutons en religion pour parler de l'ouverture de la conférence de l'association Femmes et Vision à la salle du CDB de Port-Gentil au Gabon. Cela s'est passé le mercredi 7 juin dernier. La grande salle du conseil départemental de Benjé à Port-Gentil au Gabon a prêté son cadre pour l'ouverture des plénières de la conférence de l'association chrétienne Femmes et Vision qui s'est tenue ce mercredi 7 juin 2017. Les moments ont débuté par l'hymne de Femmes et Vision entonné par la chorale. Puis la présidente de Femmes et Vision, la prophétesse Maman Louise Mbina, a développé le pourquoi du repositionnement de l'Église qui est le thème principal de cette conférence. Et l'Église a une mission. Il a dit l'Église c'est la ville située sur une montagne où le monde relâche. Il a dit l'Église c'est le sel pour arrêter la corruption. Si nous ne manifestons plus les fruits de l'esprit, nous ne pouvons pas être repositionnés. Parce que les fruits de l'esprit t'amènent à aimer l'autre, même si les gens sont plus notre assemblée, t'amènent à ne pas critiquer, même si un pasteur est tombé, c'est nous tous que nous devons prier. Parce que la Bible nous dit de Pierre, lorsqu'il était en prison, l'Église ne cessa. C'est cette Église que Dieu veut. Dieu n'a pas besoin de dénomination. Femme, tu es productrice de vie. L'homme n'a pas de vie. Dans son sein, il n'a pas les entrailles de porter. Mais nous pouvons porter notre Gabon. Nous pouvons porter l'Église afin que l'Église, une nouvelle Église naisse dans cette nation. Alléluia. Quel Gabon nouveau sorte de nos entrailles. C'est ça que la mission que Dieu nous donne. Puis, l'un des acteurs du réveil au Gabon et invité spécial de la conférence, le docteur Ricky Mévian, a exhorté le peuple en s'appuyant sur le livre d'Exode 13. Écoutons quelques impressions au sortir de ces moments. C'est vraiment un homme de Dieu qui a parlé de la part de l'esprit de sainteté, parce que c'est ce que j'appelais le matin les ateliers. Donc vraiment, on a été bénis. Le docteur qui est passé, je suis obligé de dire ça. J'ai eu une impression, je voulais voir l'apôtre Pierre, l'apôtre Matthieu. Le dimanche 11 juin 2017, le Centre international de la solution chrétienne a commémoré ses 15 années d'existence en présence d'éminents hommes de Dieu. Reportage. Fanfares, louanges, dédicaces, sketchs, ballets et prestations artistiques étaient au menu du culte spécial organisé par le Centre de la solution chrétienne de Cocody. En effet, le dimanche 11 juin 2017 marquait la célébration des 15 ans d'existence du Centre de la Solution Chrétienne basé à Cocody. D'éminents serviteurs de Dieu invités ont effectué le déplacement pour participer à cette célébration, au nombre desquels le révérend pasteur Samuel Monté, pasteur fondateur de l'église évangélique La Bénédiction. 15 ans n'est pas petit. 15 years is not a small thing. Nous nous réjouissons avec vous. And we are rejoicing with you. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des grandes choses. What I want to say is, there is greater things coming. Et ce que Dieu a planifié pour vous, personne ne peut. And what God planned for you, nobody can destroy it. L'importance de la reconnaissance à Dieu, tel était le thème de l'exhortation du prophète Godwin Simeon Etienne, introduit au pupitre par le pasteur principal, l'apôtre Florence Ofori-Atta, succédé par l'apôtre Georges Assaré, invité spécial de ce grand moment qui a également enseigné le peuple de Dieu. Autre articulation de ce culte spécial, l'ordination de maman Florence Ofori-Atta par son père spirituel, le révérend apôtre Georges Assaré, en tant que prophétesse et mère apôtre.
À son ordre, she will not pray. elle ne priera pas. She will decree a thing. Elle décrétera une And it chose shall happen. et cette chose-là arrive. She will speak a word. Elle déclarera une And with parole this holy oil, avec cette huile sainte. may God anoint you. Que Dieu toigne Glory with honor, de with gloire, glory. d'honneur, de pouvoir. May you be saturated. Maman Florence Ofori Atta n'a pas manqué d'exprimer sa joie et sa reconnaissance à l'Éternel. Today is a great day. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Just as you see, it's our 15th year anniversary. Juste comme vous l'avez vu, c'est notre 15e année d'anniversaire Solution Center. du Centre international de solutions chrétiennes. 15 years, it's not 15 days. 15 ans, c'est pas 15 jours ou 15 heures. We have gone through ups and downs. Nous avons traversé des hauts et des bas. But the Lord has been faithful. Mais le Seigneur a été fidèle. The Lord has really been faithful. Le Seigneur a réellement été fidèle. C'est dans la sous-préfecture d'Akoupé, en Côte d'Ivoire, que l'ONG Gaïa a organisé le FestiPlante, premier festival panafricain de promotion de la forêt et du développement durable. Une rencontre qui s'est achevée sur une note très festive. Regardez. Yadio, village de la sous-préfecture d'Akoupé. L'ONG Gaïa œuvre pour la sauvegarde de l'environnement. Illustration, une cérémonie de planting d'arbres en présence des autorités administratives et coutumières. Aujourd'hui, la forêt tend à disparaître. Et nous autres exploitants forestiers, notre métier est régi par l'arbre. Et je constate que depuis plus de 10 ans, l'ONG Gaïa œuvre à la reconstruction du couvert forestier. Donc c'est à encourager. L'ONG Gaïa, représentée sur l'ensemble du territoire ivoirien, a procédé jusqu'à ce jour à plus de 3500 hectares de reboisement. Nos parents qui sont encore pour la destruction de la forêt, qui songent à reboiser, en tout cas un citoyen, un arbre, pour que nous retrouvions notre saison d'avant. Le président d'honneur de l'ONG, le capitaine Seka Germain, pour planter le décor, a traduit tout l'intérêt que porte l'ONG Gaïa à la pérennisation et la sauvegarde de notre environnement. L'ONG Gaïa, cette année, voudrait encore une fois continuer ses reboisements dans le domaine rural et forêt classée. Donc nous avons un programme de 500 hectares cette année. L'ONG Gaïa a décidé de mobiliser tous les fils, toutes les filles du canton Kétin à continuer à reboiser dans le domaine rural et forêt classée. Visite des nouveaux locaux et une vaste opération de planting d'arbres soutenue par le commandant des eaux et forêts de la localité. Un tournoi de football a mis fin à cette cérémonie qui annonce le Bioko-Ce FestiPlan, festival gastronomique de planting d'arbres d'Akoupé, qui aura lieu du 29 au 30 septembre 2017. Le siège des églises Megvi, mission évangélique Grâce de Vie, dirigée par le révérend Kodjagi Vincent, a abrité la fête des moissons, un culte spécial qui s'est tenu en présence de plusieurs fidèles avec la présence du bishop Guy Vincent. Le rendez-vous dominical du 4 juin 2017 était un moment de célébration particulière pour la gloire du Tout-Puissant à la Megvi, mission évangélique Grâce de Vie, 6 dans la commune de Cocody, plateau d'Okuyi. Les fidèles ont répondu très nombreux à l'appel de leur père spirituel, son éminence, l'archevêque Kodja, président fondateur des églises Megvi. Cette belle fête de la moisson revêtait un caractère particulier ce dimanche en respectant toutes ses tendances et articulations. En témoigne ce défilé haut en couleur des 12 familles symbolisant l'unité, l'amour, la fraternité, la symbiose et la diversité des cultures. À la suite des festivités, les fidèles ont été spirituellement nourris par la parole. Un autre aspect très important était de relever ce séminaire en cours sur la foi véritable, à l'initiative de son éminence, l'archevêque Kodja. Une occasion très bien saisie par l'homme de Dieu pour situer l'objectif de ce séminaire. Le 24, nous avons commencé notre séminaire. Et aujourd'hui, nous allons traiter sur la foi véritable qui concerne la pensée créatrice. C'est-à-dire que Marc 11, verset 24, nous dit que tout ce que nous demandons en priant, croyant que nous l'avons déjà reçu, et nous le verrons s'accomplir dans notre vie.
Et c'est ce que nous avons travaillé un peu aujourd'hui. Et la conférence continue jusqu'à fin juin. Donc j'invite tous ceux qui veulent manifester la foi véritable à venir à la Mecque-Vie, Cité de la Grâce, le Palais des Rois, le seul endroit où l'esclave devient prince et le prince devient roi. C'est le seul endroit où il y a de la place encore pour ceux pour qui tout était perdu. Viens expérimenter ta foi en Jésus-Christ. C'est dans une ambiance de joie que ce merveilleux culte a pris fin à la Mecque-Vie, le seul endroit où l'esclave devient prince, le prince devient roi. Le ministère international de grâce et de guérison, dirigé par la prophétesse Maman Grâce, située à Agboville, a célébré les mères à l'occasion de la fête des mères. Une très belle fête. Reportage. À l'instar du monde entier, le ministère international de grâce et de guérison à Agboville a célébré les mamans lors d'un culte spécial de remise de dons. Et c'est par une marche qu'a débuté cette journée dédiée aux mamans, avec en tête de peloton la prophétesse Maman Grâce. Mais c'est au temple de grâce et de guérison que la fête a véritablement eu lieu dès l'entrée de la prophétesse Maman Grâce, suivie de ballets et de prestations diverses. Le clou de la cérémonie, c'était bien la remise de dons à des mamans, veuves pour certaines, afin de leur exprimer l'amour et le soutien de l'Église. Si les femmes en général et les mères en particulier sont honorées, c'est parce qu'elles occupent une place importante dans l'épanouissement de la famille. Dans son message, la prophétesse Maman Grâce a enseigné les femmes sur comment réussir cette noble mission. Voici moi, Maman Grâce, mais je ne suis pas le maître de l'Église. C'est Dieu Jésus-Christ qui est le maître. Nous sommes ses enfants. Alléluia. Donc nous devons se soumettre à Dieu et on avance. De la manière à se soumettre à Dieu, il dit on doit se soumettre aussi à nos maris. Quand la maison va bien, l'église va bien. C'est la parole qui confirme ça. Donc comment faire pour que ton foyer aille mieux? Attends-toi avec ta femme. Si ça ne va pas, peut-être même par semaine ou bien par mois, faut que tu discuter avec ton mari ou bien ta femme. Faut qu'il ait donné chose à la maison. Faut même pas femme, sa soeur ou son frère, côté monsieur aussi, pour attendre votre histoire. Et ça va se promener, ça deviendra la sorcellerie. Et le monde des ténèbres, ils vont se lever comme vos enfants. Bientôt, ils vont devenir les cadres de ce pays. Parce qu'il y a ouverture. Alléluia. Mais ce soir, j'ai pris. Il faut que le foyer soit uni, soit soudé. Pour ne plus qu'il y ait division. Un repas d'ensemble a mis fin à cette belle cérémonie de célébration des mères du ministère international de grâce et de guérison d'Agboville. Débutons l'actualité africaine dans cette édition et nous débutons par le Mali où le président Ibrahim Boubacar Keïta avait fait la promesse d'offrir 200 000 emplois lors du début de son mandat. 4 ans après, les autorités multiplient les opportunités afin d'atteindre cet objectif. Promouvoir l'emploi et celui des jeunes en particulier, tel est l'objectif que s'est fixé les autorités maliennes. L'une des promesses phares du président de la République à son arrivée au pouvoir était de créer 200 000 emplois. C'est ainsi que le projet de développement de l'entrepreneuriat jeune, une initiative gouvernementale, a pour objectif de faciliter l'accès des jeunes maliens de 15 à 35 ans à un emploi temporaire ou durable afin de réduire l'extrême pauvreté. Le projet compte atteindre les jeunes vulnérables partout dans le pays, y compris dans le Nord. L'expertise de ce projet revêt plusieurs formes: des stages de qualification, de la formation professionnelle, du renforcement des capacités techniques, entre autres.
Vous savez, l'emploi des jeunes, c'est une question malienne, c'est une question africaine et c'est une question mondiale. C'est une initiative du gouvernement du Mali qui bénéficie de l'accompagnement du groupe de la Banque mondiale. C'est une initiative qui vise à trouver des solutions à l'épineuse question des jeunes, de l'emploi des jeunes au Mali et à offrir des opportunités à ces jeunes pour qu'ils puissent s'insérer sur le marché de l'emploi. Après la création de l'Observatoire national de l'emploi, l'ONEF, le projet de développement de l'entrepreneuriat jeune PROCEJ, les autorités maliennes ont instruit la restructuration des agences chargées de la promotion de l'emploi des jeunes au cours d'une rencontre avec le patronat. Cette directive est de permettre aux jeunes bénéficiaires d'être formés selon les besoins des employeurs. Aussi, à travers des cours de montage de plans d'affaires, les lauréats bénéficient d'une formation, mais aussi d'un financement. Pour certains observateurs, l'État doit veiller à l'application des initiatives, mais aussi assurer le suivi et la transparence. Nous sommes une écrasante majorité de plus de 60%, avec les moyens limités de pouvoir subvenir aux besoins de la jeunesse en termes d'éducation, en termes de formation, en termes d'emploi, en termes d'épanouissement, en termes de pouvoir créer les conditions. Parce que si vous voyez tous les drames aujourd'hui qui freinent la jeunesse, c'est la question du manque d'opportunités et le manque de perspectives. L'objectif du ministère de l'Emploi est de former 25 000 jeunes issus des milieux urbains mais aussi ruraux. Déjà, 10 000 ont bénéficié de cette aide, parmi lesquels des start-upers. Un jeune artiste nigérian a pour objectif changer les murs de la capitale nigériane Lagos à travers son art et surtout changer la perception qu'ont les Lagosiens du graffiti. Regardez. L'artiste nigérian Okunkolo Oza tente de changer le visage des rues de Lagos avec des peintures murales colorées qui ornent certains bâtiments et murs de la ville pour attirer l'attention des passants. Également connu sous le sobriquet Oza 7, ce jeune artiste espère par la même occasion changer la perception qu'ont les gens du graffiti. Au Nigeria, les graffitis sont vus d'un mauvais œil. Ils sont perçus comme un instrument permettant à des jeunes d'endommager les biens. L'idée était de créer une pièce de graffiti ou une peinture murale qui décrit Lagos. C'est donc essentiellement ce que j'ai fait. J'ai pris des éléments clés qui sont propres à Lagos, comme les trois chefs ou Dieu sage, le théâtre d'art national, et j'ai inséré le texte de police graffiti qui lie Lagos essentiellement aux couleurs de la ville. Inspiré par la culture hip-hop ainsi que les œuvres de l'artiste britannique Banksy qui a révolutionné l'art de la rue, Oza s'est orienté vers cette activité il y a 4 ans. Aujourd'hui, il travaille sur son dernier projet qui a pour but de représenter les points de repère de Lagos sur les murs de la ville. Un projet commandé par le gouvernement local à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de l'État de Lagos. Ce que nous voyons maintenant, c'est vraiment sympa. Mais nous avons le droit de tenter de comprendre son sens et la raison pour laquelle nous en avons besoin dans ce pays. Si on se lève un beau matin et qu'on voit des graffitis sur les murs de la ville, certaines personnes qui ne comprennent pas ont le droit de se poser des questions. Comment ont-ils été faits? Et quelle est la raison de sa conception? Oza n'est pas seulement un graffeur. En effet, il a mis en place une initiative dénommée Kuma Nation qui permet aux artistes nigérians de vendre et vulgariser leurs œuvres. En parallèle, Oza 7 encourage les jeunes à se joindre à son mouvement et à explorer son talent en graffiti. Toutefois, il est confronté à un énorme défi en ce qui concerne l'approvisionnement en matériaux comme la peinture, mais aussi la recherche de murs vides qui lui permettent de s'exprimer. Paphos, cité balnéaire située dans le sud de Chypre, est cette année capitale européenne de la culture, à travers des installations et des ateliers parsemés dans la ville chypriote, turque et grecque cherchent à se réconcilier à travers l'art. Ce jardin public de Paphos, au sud de Chypre, est parsemé de mosaïques en broderie traditionnelle. Ces femmes les ont nouées autour de galets ramassés de part et d'autre de la zone tampon qui divise l'île. Despina est chypriote grec et Ferra, chypriote turc. Toute notre culture nous rapproche les uns aux autres. Aujourd'hui, je suis ici et je suis très heureuse. Et j'ai rencontré mon amie qui est aussi très heureuse d'être avec moi. Paphos est cette année capitale européenne de la culture. Et la ville est parsemée d'installations. Beaucoup sont inspirés par le conflit qui divise Chypre depuis 1974, quand les troupes turques ont envahi le nord de l'île, menant à sa partition. Cet atelier d'art-thérapie rassemble des chypriotes
venus de tout le pays pour exprimer le traumatisme de la guerre. Selma fait partie des dizaines de milliers de Chypriotes turcs qui ont fui vers le nord il y a 43 ans. Je pense que ce soldat, quelle que soit sa langue, turc, grec, allemand, français ou ce que vous voulez, il se sent très triste et peut-être très coupable et très seul au monde. Mais j'ai dessiné ce soleil et ces oiseaux tout autour dans le ciel. Non loin, ces visiteurs sont venus voir l'exposition « Voyage risqué ». Lorsqu'un sculpteur chypriote grec a dû fuir son atelier de Famagoust, au nord-est, pour rejoindre le sud, ses œuvres ont été trouvées par un autre sculpteur, chypriote turc, qui les a préservées. Aujourd'hui, les travaux des deux artistes sont exposés ensemble. Il est évident que nous pouvons probablement vivre ensemble et que rien ne divise les peuples sur l'île. Ce qui divise l'île, c'est certainement la politique qui nous dépasse complètement. Les fragiles négociations de paix sous l'égide de l'ONU sont toujours en cours pour réunifier l'île. Mais toutes les tentatives de pourparlers ont jusqu'à présent échoué. Les initiatives bicommunautaires, elles, se poursuivent, parfois en musique. 2 semaines après une visite effectuée par le président des États-Unis Donald Trump en Arabie Saoudite, Riyad et ses alliés ont annoncé ce lundi avoir rompu tout lien diplomatique avec le Qatar, l'accusant de soutenir le terrorisme. Dans les supermarchés de Doha, plus grand-chose dans les rayons. Toute la journée, des queues impressionnantes, les magasins sont pris d'assaut par des habitants qui ont peur de manquer. Le Qatar importe 90% de sa nourriture et son seul accès terrestre via l'Arabie Saoudite a été fermé. Arabie Saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats Arabes Unis ou encore Yémen ont rompu toute relation diplomatique avec Doha. Une situation préoccupante pour l'Iran, ennemi juré de l'Arabie Saoudite mais qui entretient de meilleures relations avec le Qatar. Téhéran appelle à trouver une solution par le dialogue et la Turquie veut se poser en médiateur. Nous sommes très attristés par cette situation. Les pays peuvent avoir des différends, mais le dialogue doit continuer en toutes circonstances si l'on souhaite résoudre calmement les problèmes. Cette rupture des relations diplomatiques intervient 2 semaines après la visite de Donald Trump à Riyad. Le président américain avait appelé les pays arabes à chasser les extrémistes religieux et les terroristes. Ce lundi, Washington minimise la situation. Nous pensons que les pays du Golfe doivent rester unis. Je ne m'attends pas à ce que cela ait un impact significatif, pour peu qu'il y ait un impact sur la lutte commune contre le terrorisme dans la région et dans le monde. De son côté, Doha dénonce une rupture sans fondement dont l'objectif serait de mettre le Qatar sous tutelle. Le ministère des Affaires étrangères qualifie la décision d'inacceptable. Beaucoup ont coutume de penser que la cuisine turque se résume au kebab. Mais une nouvelle génération de jeunes chefs a décidé de faire connaître la riche gastronomie de leur pays. Regardez. Il est incontournable dans les rues d'Istanbul, le doner kebab. Mais trop souvent à l'étranger, la gastronomie turque est réduite à ce sandwich de viande grillée. Alors, certains jeunes chefs ont décidé de s'attaquer à ce cliché et de promouvoir leur cuisine, comme Aylin Yazıcıoğlu, à la tête d'un restaurant gastronomique qui fait la part belle aux légumes et aux herbes turques. On peut dire que la cuisine turque est méconnue. Ce qui vient en tête, ce sont toujours de mauvais exemples. Mais nous commençons à voir les choses changer. Nous faisons de notre mieux pour cela. Aylin parle même d'un mouvement visant à dépoussiérer l'image du repas turc. Lors de ce festival de gastronomie à Istanbul, les produits du terroir sont à l'honneur. Huile d'olive, miel, fruits. La tradition culinaire turque dépasse largement les frontières du pays et se retrouve tout le long du bassin méditerranéen. C'est l'Empire ottoman qui, quand il s'est étendu partout, a étendu aussi sa cuisine, forcément. Donc les mezzés sont restés dans toutes les régions et tous les pays. Et après, chaque pays l'a mis à sa sauce, si on peut dire. Comme au Liban, comme en Syrie, comme en Jordanie. Mais pour se démarquer de ses voisins, il faut innover, avec par exemple ce djadjik, yaourt au concombre traditionnellement servi en mezzé, ici fumé sous cloche pour surprendre les papilles.
Je pense que la cuisine turque a un avenir brillant parce qu'elle a des bases solides. Mais c'est une gastronomie qui a peu évolué. Elle est restée confinée aux cuisines de nos mères et nos grands-mères. Et elle n'en est pas encore sortie. Le chemin de la reconnaissance est encore long. Pas un seul chef turc n'est étoilé Michelin, par exemple. Mais la jeune génération en est convaincue. Peu à peu, leur cuisine s'imposera sur les tables gastronomiques mondiales. Ouvrons à présent la page sportive de cette édition et nous parlons de Tania Muzinda qui, à 12 ans, a déjà un parcours bien rempli de titres et d'honneurs. La jeune Zimbabwéenne qui a commencé à dompter les pistes du motocross depuis l'âge de 5 ans est la motocycliste la plus décorée du Zimbabwe. À 12 ans, Tania Muzinda est la motocycliste la plus décorée du Zimbabwe. C'est depuis l'âge de 5 ans qu'elle a commencé à pratiquer le motocross, un sport de moto hors route sur des sentiers rugueux. C'est sur les pistes du complexe Donnybrook Motorsport de Harare, la capitale, qu'elle a commencé à apprendre à faire du kart, ce qui a forgé son talent et fait d'elle une championne nationale. Mes débuts étaient assez pénibles et j'ai même failli abandonner, mais grâce aux encouragements de mon père, j'ai réussi à en arriver là aujourd'hui. Tania Muzinda détient le titre du premier champion féminin de motocross au Zimbabwe. Elle a déjà ravi d'autres prix dont celui de l'adolescente sportive de l'année 2016. Aujourd'hui, elle représente pour sa génération un modèle de réussite au féminin. J'étais heureuse d'avoir reçu le prix de l'adolescente de l'année dans mon pays en 2016. En Afrique du Sud, je n'ai pas gagné la compétition, mais j'ai reçu le prix de la meilleure cavalière parce que j'étais la seule fille sur 20 garçons et cela m'a donné assez de joie. Si vous allez faire un sport masculin, faites-le sans rien changer de votre féminité. Vous êtes sportive, mais sur le tapis rouge, gardez votre belle robe. Ne laissez personne vous décourager. Encouragée par son père, Tania reçoit de temps à autre du soutien de la légende féminine du motocross, l'Italienne Steffi Bow. Au cours du Tour d'Europe 2016 et des championnats de motocross en Italie cette même année, l'espoir du Zimbabwe a pu se frotter à des figures comme Tony Caroli. Son rêve est de porter le titre de première athlète de motocross féminin d'Afrique avec un palmarès riche en trophées à l'international. Enfant, Arturo Vidal a commencé à marquer ses tout premiers buts dans l'un des quartiers les plus pauvres de Santiago. Sa vie a changé parce qu'il est aujourd'hui surnommé le roi du foot chilien. Depuis la fenêtre de sa maison, lorsqu'il était enfant, Arturo Vidal voyait un terrain de foot. Le prodige du football chilien a grandi dans ce quartier pauvre de Santiago. C'est sur ce terrain qu'il passait toutes ses journées. Dans son tout premier club, on se souvient d'un enfant très doué que rien n'arrêtait. On l'appelait le mange-terre parce qu'il avait beau tomber ou prendre des coups, il se relevait tout égratigné. Ça lui était égal la douleur, les écorchures. Il sortait de chez lui et aussitôt il allait sur le terrain. 20 ans plus tard, le milieu de terrain chilien est devenu le roi Arturo, emblème de la génération dorée de la Roja, double championne d'Amérique, mais aussi 2 fois champion de la Bundesliga dans son club du Bayern Munich. Un parcours qui fait rêver les jeunes de son ancien quartier. Penser que quelqu'un avec des sacrifices peut arriver là où il est, c'est un modèle et une inspiration pour moi. J'aimerais être comme lui. Récemment inauguré, le nouveau stade de la commune porte fièrement le nom de son idole. Mais son temps libre, Arturo Vidal le passe sur un autre type de terrain, à l'hippodrome de Santiago. Fanatique de course hippique, le footballeur possède lui-même une trentaine de chevaux. Ici, il vibre. Il vibre quand il vient là. Je ne crois pas qu'il vibre plus que lorsqu'il joue au football, parce que c'est sa vie. Mais ici, il vibre de manière, disons, plus détendue. En juin, c'est à Saint-Pétersbourg qu'il fera vibrer ses supporters. Le Chili apparaît comme l'un des favoris de la Coupe des Confédérations 2017. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ici que s'achève cette édition du journal sur Béni TV. Restez bénis.